Bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois sur le canapé d'un monde de jeu avec des invités qui sont vraiment récurrents. C'est le cas de Bruno Catala, je te vois toutes les semaines en ce moment. Ouais, toutes les semaines, t'exagères un peu, mais ouais, c'est ma 3e fois sur le canapé. Alors, tu es à égalité avec Corentin Lerat, et le match est lancé. Ouais, Mais il va falloir que Corentin sorte beaucoup de jeux pour réussir à suivre le rythme, parce que là, t'es parti... Ouais, je suis parti fort. T'es parti fort, mais à chaque fois pour des jeux différents, donc on a plein de sujets différents à aborder, et cette fois-ci, tu n'es pas venu tout seul. On a d'autres invités qui viennent moins souvent, c'est le cas notamment de Sylvain, qui est quand même assez souvent là, mais pas tout le temps. Et on a également les éditeurs de Catch Up Games, donc Clément et Sébastien. Bonjour à vous. Salut Martin. On est ravis de vous accueillir. Et vous, c'est la première fois que vous découvrez les fabuleux locaux d'un monde de jeu et qu'on a la chance de tourner des vidéos ensemble. Alors vous êtes venus pour le canapé, mais pas que pour le canapé, on va parler d'un jeu en particulier. Ouais, on va parler de Sobek 2 joueurs. Après, ça dépend de l'ordre de diffusion. En tout cas, après pour nous, fait par Sébastien Pochon et Bruno Catala. Alors dans cette émission, nous avons un fil rouge. Moi je fais des défis qui sont, vous le verrez de toute manière, toujours très cérébraux, vraiment un peu fins, qualitatifs. Sylvain a voulu participer au brainstorming. C'est pour dire qu'il assume pas mon défi. Alors je vous préviens, je l'assume pas non plus. Mais du coup, on le garde quand même. On s'est dit, votre nom c'est Catch Up Games. Donc je me suis dit, Catch Up, ça veut dire attraper. On est d'accord, rattraper. Ouais. Donc je me suis dit, on va faire très simple. À tout moment pendant cette émission, il risque d'y avoir ce petit... Alors c'est pas une boule de pétanque. Moi je voulais une boule de pétanque, Martin a dit non. Donc ça c'est en mousse, ça risque de s'envoler à tout moment. Catch up. Et donc, si tu le rattrapes... Voilà. Ça compte là, on a mis un point déjà. Là c'était l'exemple. Ça peut arriver n'importe quand. Ça peut arriver n'importe quand. Au moment où on parle d'un décès et tout ça, t'évites quand même. Ça dépend, ça peut remettre de la joie. Pas exactement. Voilà, c'est les bonnes idées de Sylvain. Après il faut te le Tu peux me le rendre. Est-ce que si tu l'attrapes, on met des points aussi? Non. Il y en a 4. Hein. Il en a 4 à côté. Vous avez 4 points à marquer maximum. Celui-là ne comptait pas, c'était l'exemple. Voilà. Donc voilà, soyez prêts. N'importe quand, ça peut arriver. Un point en plus. Vous verrez votre score à la fin de la partie. Le format canapé, vous le connaissez bien maintenant. Nous avons un téléviseur devant nous. Sur ce téléviseur, je vais, avec mon smartphone, envoyer des images. Vous allez pouvoir réagir exactement comme vous le souhaitez. Vous dites ce que vous voulez. Hein. Donc des anecdotes croustillantes, on les prend aussi. C'est monté, donc on peut les enlever si vraiment il y a un problème. Vous n'hésitez pas à dire exactement ce que vous voulez. Et on va commencer directement. Et j'ai choisi une image de Lyon, parce que c'est quelque chose auquel je pense directement quand on parle de Catch Up Games. Ah ouais? Bah oui, parce qu'il y a marqué Lyon, quoi. Ouais, il y a un microcosme d'éditeurs qui sont lyonnais. Ça va te faire plaisir, ça, Clément. Moi, à la base, je suis pas de Lyon, je suis de Saint-Etienne. Ah mince. Mais bon, bah t'es à Lyon. Mais je suis à Lyon, ouais. Maintenant, j'ai passé plus de la moitié de ma vie à Lyon, donc on peut dire que je suis un peu lyonnais. Il y a, dans une émission, je crois, il y a des gens qui ont dit que c'est Toulouse la capitale du jeu de société en France, alors qu'en fait, c'est Lyon. C'est un peu l'impression que j'ai. Moi, il y a vraiment des pôles qui s'organisent. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi il y a un pôle à Toulouse? On y pense souvent. Toulouse, c'est surtout la capitale du YouTube ludique, je dirais. Parce qu'il y a beaucoup d'animateurs de YouTube, le passe-temps, mais d'autres également qui font des choses. Ouais, bon, voilà, je ne vais pas les citer parce que je vais en oublier plein. Évitons ça. Mais sur Lyon, il y a beaucoup d'éditeurs et beaucoup d'auteurs. Comment ça se fait? Il y a un microclimat? Je sais pas comment ça se fait. En plus, je crois que la CAL, la compagnie des auteurs lyonnais, qui est le groupement d'auteurs, je crois que c'est un des plus vieux groupements d'auteurs qui s'est créé. Il y a pas mal de boutiques, pas mal de bars à jeux. Je crois qu'il y en a 6 ou 7 des bars à jeux à Lyon. Historiquement aussi sur Lyon, il y a déjà eu une activité ludique forte, déjà avant que le jeu de société ait le vent en poupe comme il l'a aujourd'hui. Et en particulier à l'initiative de quelqu'un comme François Hafner. Oui. Par exemple, qui a quand même beaucoup œuvré pour la reconnaissance du jeu et tout ça, qui était très actif. Il y avait aussi bien évidemment cette boutique Relais Jeux des Cartes qui a fait partie du réseau historique depuis les années 80, etc. Donc avec parmi les toutes premières boutiques à importer du jeu allemand avec des règles traduites dedans, etc. Et puis, alors je me rappelle plus le nom de l'association, mais... La Triche ? Non, avant ça, comment il s'appelle Boilon, tu sais, qui fait des week-end jeux, enfin ou des semaines jeux pour les jeunes, etc. Et pareil, ils font partie de ce microcosme lyonnais qui était là bien avant qu'on soit dans la mouvance d'aujourd'hui. Et peut-être que tout ça a du sens par rapport à ce qui s'est développé sur Lyon après. Nous concernant, c'est plutôt par... on s'est retrouvés à Lyon avec Seb, oui. Mais ni lui ni moi, on est de Lyon. On s'est retrouvés sur un des innombrables événements jeux qu'il y avait là-bas, parce qu'on s'est retrouvés sur une nuit du jeu qui était organisée à l'époque par le Ludopole.
à feu le Ludopole. Je crois qu'il y a 4 ou 5 éditeurs aussi qui sont sur Lyon. Alors si on considère par exemple que Bertrand de Banquise est aussi sur Lyon, même si c'est pas tout à fait vrai, mais... Ça rejoint une phrase que j'ai souvent prononcée qui dit créer c'est douter, et que douter à plusieurs c'est plus confortable que de douter tout seul. Donc à un moment donné, quand tu crées quelque chose, que ce soit au niveau éditorial, au niveau même de la conception des jeux, ou toi pour toi au niveau de la bande dessinée, etc., être isolé par moment donné, t'as besoin, t'as envie de pouvoir confronter tes doutes avec d'autres personnes, et à un moment donné, finalement, les regroupements sont naturels. Et au niveau des auteurs, on le voit bien, en particulier avec ces groupes qui sont en train de se fédérer partout, mais un qui a été un pionnier par rapport à ça, et à qui on doit beaucoup, le monde ludique francophone doit beaucoup, c'est Bruno Fedouti. Oui. Parce que Bruno Fedouti, il a créé, maintenant, il y a fort longtemps, les rencontres ludopathiques. Alors, ok, c'est sur invitation, etc., mais il a toujours eu comme il s'est toujours donné comme mission finalement de fédérer l'ensemble, enfin un maximum d'auteurs, un maximum d'éditeurs, etc., et de les mettre ensemble le temps d'un week-end. Et finalement, ça a généré cette façon de travailler en tandem souvent, ou en petits groupes, qui a essaimé dans l'ensemble du paysage ludique francophone, et qui finalement est sans doute une signature du monde francophone par rapport aux autres pays. Exactement. Et habituellement, quand on commence notre émission, je mets une photo de toute l'équipe de l'éditeur qui nous rejoint. Et là, l'équipe, c'est vous deux. Donc, je n'ai pas ressorti un miroir. Vous êtes déjà sur le canapé. Ah, on est tous là, ouais. On a tous les salariés, ouais. Tous les salariés. Donc, Catch-Up Game, c'est 2 personnes. Ça s'est créé comment ? Ça s'est créé comment ? Ça s'est créé, on s'est rencontrés justement sur cette soirée, sur une soirée jeu où on faisait des protos, chacun de notre côté. Et c'était une soirée proto, tu vois. Ouais. Alors c'est pas qu'une soirée proto en fait, c'était une soirée jeu et le Ludopole mettait les auteurs en avant parce qu'à l'entrée de la soirée jeu, tu avais déjà des tables avec tous les protos. Tu vois, moi j'avais une table, et Seb avait une table, et on s'est rencontrés comme ça. Puis après, tu avais le reste de la soirée jeu, mais déjà le public passait par cet espace proto pour jouer au proto. Entre le moment où on se rencontre et au moment où on sort notre premier jeu, il se passe pas tant que ça parce que moi je reviens sur Lyon en 2011, donc on doit se rencontrer en fin 2011 ou début 2012 peut-être. Et tu vois, les statuts sont créés fin 2014, donc le temps d'en discuter, enfin voilà, assez rapidement de décider, je crois, et de chercher les projets aussi. Ouais. Oui, parce que vous aviez l'intention de faire une maison d'édition avant d'avoir le jeu. Parce que très souvent, sur les éditeurs qui se lancent, c'est parce qu'on a eu beaucoup cette anecdote. On avait un jeu, on a essayé de le faire, on n'y arrivait pas, et finalement, on s'est dit, on se lance, allez. Ouais, alors c'était assez l'inverse. Moi, j'ai jamais présenté de jeu à des éditeurs parce que j'étais rarement satisfait de ce que je faisais, donc j'ai jamais sauté le pas. Et je sais pas si toi... j'avais dû essayer d'en présenter un, mais c'était un très gros jeu. C'était un peu à côté du... Enfin, j'étais déjà vraiment à côté du marché en proposant ça. J'allais proposer un peu à tous les éditeurs, ou en tout cas en filtrant pas assez, mais je sais même pas rétrospectivement quel éditeur aurait pu éditer ça déjà à ce moment-là en France. Enfin, je vois pas. Donc tu avais un petit peu touché à la création quand même. Et assez rapidement, en fait, ce qu'on s'est dit, c'était que on est tombé d'accord sur ça, mais je sais même pas pourquoi c'est naturel. On s'est dit, on va pas éditer un jeu à nous. Parce que c'est plus facile d'avoir du recul sur le jeu des autres que sur nos propres jeux. Donc du coup on a cherché des jeux en disant salut, on n'a rien fait, on veut monter une maison d'édition, on a fait que des protos, on a 0 expérience, on n'a jamais travaillé en boutique. Alors Seb avait bossé dans la presse, pigé pour Plateau, voilà. Ça. Mais voilà, et donc du coup c'était un peu difficile de trouver la première personne qui allait nous faire confiance. Voilà, c'était Cyril avec Sapiens. Mais voilà, c'était vraiment le truc. On voulait pas éditer, de base on ne voulait pas éditer un jeu à nous. Donc là j'ai cherché une image. Il y a le logo Yellow, je crois pas qu'il y avait sur le. Non, parce que... là c'est la version, c'est sur BG. Ouais, j'ai tendance à chercher mes images sur BGG. Donc voilà pourquoi il y a le logo, parce que c'est une distribution outre-Atlantique par Yellow. C'est ça. C'est votre premier jeu, Sapiens. Et c'est un jeu qui a vraiment attiré l'attention quand il est sorti. Je me souviens qu'à cette période-là, il y avait plusieurs éditeurs qui se lançaient en même temps avec des petits jeux avec un peu modernes, assez accessibles. Il a bien marché ce jeu ? Oui, il a bien marché. C'est probablement un de nos jeux qui a le moins bien marché, maintenant. Mais oui, franchement, pour un petit éditeur, on pouvait pas espérer. Je crois qu'on a fait 10 000 ventes, tu vois, sur ce jeu. Au total, on a dû faire 8 000. Oui. Après, je crois qu'il n'a pas très bien marché pour l'éditeur aux US, mais pour nous, à notre échelle d'éditeur, c'était un peu fou. Ça s'est très bien passé pour un premier projet.
10 000 ventes, c'est loin d'être honteux. Ah non, clairement, là, surtout sur un premier projet. Ouais. Mais là, on souriait tout à l'heure quand tu parlais de jeux accessibles, parce que typiquement, ça fait partie vraiment de notre truc où, quand on a fait Sapiens, on pensait faire un jeu familial. Ah oui. On était vraiment Mais plutôt des gros joueurs et on n'avait encore pas cette compréhension de qu'est-ce que c'est le niveau d'un jeu familial. On était persuadé de faire un jeu familial et Yellow il nous le mettait dans le catalogue expert. Ah ouais, mais les gars, non mais c'est logique. Les gars, c'est un jeu familial. Et alors qu'en réalité, effectivement, c'est déjà beaucoup de règles, c'est déjà complexe. C'est déjà un jeu complexe. Pour le très grand public. C'est pas un très gros jeu, c'est pas un Fuzzy Edges, c'est sûr. Mais il n'est pas du tout accessible pour le grand public. Mais effectivement. C'est clairement un jeu. Et ça avait été une super expérience avec Cyril. Hein. Cyril, c'était son premier jeu. On s'était rencontrés dans une boutique à Lyon. Il était au FM2J, lui, à l'époque. Même l'aventure qu'il y avait avec Cyril, elle était vraiment chouette. Et d'ailleurs, Cyril, c'est resté un bon copain. Alors là, on l'a pas vu depuis longtemps parce à cause du Covid, quoi. Mais suite à ça, souvent, il est venu avec nous sur les salons pour faire de l'animation avec nous sur les salons. Le jeu, c'est vraiment... on va dormir chez lui. Il y a un vrai lien, parce qu'en plus, quand il nous confie son jeu, c'est pas on n'est pas la seule option pour lui. Ah oui, donc et la pression, là. C'est quand même un truc de se dire, sur la rencontre humaine, il s'est quand même dit, ok, je veux bien leur faire confiance. Enfin, pour nous, c'était hyper important et c'est hyper décisif et fondateur pour la suite de notre parcours, parce qu'effectivement, surtout sur on un n'a pas de premier premier jeu, c'est compliqué de se lancer. C'est clair. Faire confiance à un éditeur sur un premier jeu, c'est lui faire confiance sur le développement peut-être, mais aussi sur l'expertise, ne serait-ce que graphique, parce que pour moi c'est un de vos gros points forts, le graphisme sur les jeux Catch Up Gums de manière générale. Vous avez quand même une petite touche particulière qui fait que vos jeux sont vraiment solides et qu'on sait. Moi je serais auteur, j'aurais un proto qui est pris chez vous, je me dirais ils vont assurer, il va y avoir un gros travail dessus. Ça fait partie, en ce qui me concerne, ça fait partie clairement des éléments qui nous auront amené à proposer nos jeux, puisque j'en ai un autre derrière, à Catch Up. Alors parce que la charte graphique me parle, parce que je sais que en direction artistique, il y a de fortes chances que ça me plaise, et ça pour moi c'est quelque chose d'essentiel. Là en l'occurrence c'est Seb qui a beaucoup travaillé sur Sapiens, sur l'illustration, parce que Marc-Antoine Allard, l'illustrateur, qui a jamais fait de jeu avant, c'est un copain de Seb. Moi quand je suis arrivé sur Lyon, j'ai eu un peu traîné avec justement des illustrateurs, parce que c'était des copains de lycée de ma conjointe, il se trouve qu'il y avait beaucoup d'illustrateurs, ils étaient un petit groupe d'illustrateurs, et notamment il y avait Marco dans ce groupe qui est quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui n'a pas continué dans l'illustration a priori, mais voilà, et effectivement on est parti avec lui sur ce projet. Alors ça a pris pas mal de temps, parce que c'était aussi son premier projet d'illustration. Lui il n'est pas joueur, donc c'est quand même, rétrospectivement, c'est qu'on lui comme nous, on a passé un temps dingue sur ce premier projet à monter le truc, avec en plus les illustrations, c'est une vue de dessus sur les tuiles et tout ça. Oui, c'est pas évident à gérer. Tout ce côté ergonomique et tout ça, ça a pris pas mal de temps du coup, j'ai préparé des images, mais comme toujours, je m'adapte à ce qu'on est en train de raconter. On parle pas mal d'illustrations. Je vais vous laisser deviner de qui il s'agit si je vous mets cette image-là. Je pense que c'est Christine Alcouf. C'est Christine Alcouf, oui. J'ai prévu 2 illustratrices à vous faire deviner. Donc Christine Alcouf, elle a fait plusieurs jeux avec vous. On a commencé par Paper Tales, c'était le premier ? Paper Tales, ouais, c'est le premier. Ouais, et elle a apporté aussi quelque chose de très particulier. Paper Tales, quand il est arrivé en boutique, c'est un jeu qui, moi, m'a attiré l'œil, mais pas que moi, tout le monde, pour le traitement très original. Alors Christine, on la connaissait parce qu'elle est joueuse, et elle fait partie de... Moi je m'en fous, je triche. Oui. Donc elle est lyonnaise, quoi. Oui. Et donc on l'a... au moment où on se posait la question de l'illustration de Paper Tales, qui est à la base un jeu japonais auto-édité, et sur lequel on s'est dit assez rapidement, on trouve le jeu hyper bien, mais il faudrait refaire les illustrations, parce que ça c'est vraiment compliqué. Et on en a discuté avec elle, parce qu'on cherchait aussi, on se disait aussi, ça pour nous à notre échelle, et à ce moment-là de notre développement,
c'était un gros projet en termes d'illustration. C'est un investissement, typiquement par rapport aux ventes qu'on faisait à l'époque. Ouais, c'est un budget, ça fait prévoir beaucoup d'illustrations, et donc typiquement on disait on peut pas viser à faire quelque chose, un traitement à la Seasons ou un truc comme ça, parce que en termes de réalisation d'illustration et de coût de l'illustration, ça va pas être possible. Donc il faut qu'on trouve un parti pris qui rend ce projet réaliste pour nous. Et c'était un peu, il me semble, sauf si je refais l'histoire, que c'était un peu l'angle de départ qui nous a en tout cas fortement incité à aller vers quelque chose de particulier en termes de traitement. L'idée, c'est une fois qu'on a trouvé le style, c'est qu'après, en plus au début on en parlait avec Christine, mais c'était pas nécessairement Christine qui allait vers les illustrations. Non, on en discutait avec elle sur la DA, et l'idée c'était qu'il faut trouver un style on va peut-être vous passer un peu du temps sur le style, mais une fois que le style est trouvé, il faut que ça puisse aller un peu vite pour que l'auteur l'illustrateur en ait pour son argent sur le nombre d'illustrations qu'il a à faire et le temps qu'il va y passer, quoi. Et c'est elle qui a amené dans la discussion cette idée de quelque chose soit en vitraux, soit en papier découpé. Et du coup, quand on s'est dit tiens pourquoi pas, la première chose qu'on a fait, c'est de se dire on pourrait faire un essai ensemble et voir si ça fonctionne. Et cette couve, c'est un peu, elle tombe, assez rapidement, il y avait eu l'idée de la découpe, tu vois, de dire tiens, on va faire une découpe, on va mettre un paysage. Et Christine avait essayé plusieurs paysages. Et ça marchait pas. À un moment, il y avait un truc avec une épée, je crois. Dans le fond, ça marchait pas, quoi. Et il se trouve qu'on devait aller à Nuremberg parce qu'à ce moment-là, on s'occupait de nos ventes à l'export. On essayait de trouver nos ventes à l'export par nous-mêmes. On devait aller à Nuremberg, donc c'est un salon allemand pro qui a lieu fin janvier. On n'avait pas de couve dont on était content. Et là, Christine, elle nous envoie un mail. Elle fait OK, je vous ai bricolé un truc. Et là, en fait, elle avait juste repris les cartes du jeu. Elle avait repris les cartes du jeu, elle les avait posées en quadrillage. Et dans cette découpe, on avait déjà la découpe, quoi. Et on la regarde, en fait, cette coupe, on me dit mais en fait, c'est pas si mal. On cherchait une illu, mais finalement, mettre plusieurs illus, comme ça marche bien. On est réfléchi, on s'est dit, et peut-être que si du coup, en discutant avec elle, c'est pas aussi carré, mais qu'il y avait du vitrail et tout ça, on avait plusieurs essais. Mais en fait, l'idée qu'elle a eue, elle est vraiment partie en mode tiens, je vous ai jeté ça vite fait, au moins vous avez quelque chose à coller sur la boîte pour que vous n'ayez pas l'air trop con à Nuremberg, quoi. Et là, nous avons une deuxième illustration. Est-ce que vous arrivez à deviner qui est l'auteur de cette illustration? J'ai déjà dit que c'était une illustratrice, ça vous donne qui a travaillé avec nous. Pas vraiment, non. Je crois pas, en tout cas. Je peux me Ketchup. C'est tombé. C'est tombé. Le premier est raté. Ça sera raté. Mais faut que tu l'envoies vers moi, sinon on va pas avoir de points. C'est ça qui est rigolo. Je rappelle que Bruno fait partie de l'équipe. Ça me fait penser à Camille aussi. Exactement, bravo. Donc c'était plutôt pour Bruno en fait, parce que tu as aussi des relations particulières avec les illustrateurs. Tu as souvent ton mot à dire. Tu m'as déjà dit que c'était quelque chose qui te tenait particulièrement à cœur, que tu aimais bien avoir un petit regard sur les illustrations. Tout à fait. Je dis pas que tu fais pas confiance aux éditeurs, mais c'est vrai que Camille aussi, tu as une histoire avec elle notamment. Oui, tout à fait. Parce que Camille, en fait, on se connaît maintenant depuis un moment. C'est elle qui est venue vers moi. Au moment où elle sortait de l'école de Chambéry, et puis elle avait dans son mémoire de fin d'année, elle avait créé un jeu qu'elle avait illustré. Et puis elle s'est dit à ce moment-là, est-ce que ce jeu ça vaut quelque chose ou pas? Donc elle a commencé à faire le tour de boutiques sur Chambéry, sur Annecy, Grenoble, etc. Et beaucoup de gens lui dirent tu devrais écrire à Bruno. Et du coup elle m'a écrit. Et on s'est donné rendez-vous à Place au Jeu à Grenoble, donc le festival qui a lieu à Grenoble en mars normalement, je crois, un truc comme ça. Voilà. Et je l'ai rencontré la première fois avec son book, et puis immédiatement je suis tombé sous le charme de son travail. Et après, j'ai tenté au début, premièrement de la présenter à des éditeurs, ce qui n'a pas donné lieu immédiatement à du travail. Et du coup, on était à la période où il y avait c'était Five Tribes, je crois, qui était en finale du, comment on appelle ça, c'est pas les Trick Track d'or, c'est le truc la Trick Track Cup, etc. Et donc j'étais face à, je crois, à Sébastien Dujardin, avec Deus, je crois. Peut-être, oui. Je crois bien. Et puis là, on est parti dans parce que c'est la Trick Track
Cup, c'est un truc totalement potache où il faut être de mauvaise foi, etc. Ça s'organise sur le forum de Trick Track à l'époque. Et ça se fait beaucoup maintenant sur Facebook, ce genre de choses. Les gens votent pour leur jeu préféré, attribuent des points. Et donc, il faut que les auteurs participent. Il faut pas, mais on peut. Oui, si on veut gagner, en tout cas. Et donc là, l'idée, c'était, moi, je me suis mis à un moment donné à singer, en fin de compte, ou à caricaturer un Kickstarter en disant, voilà, si j'ai tant de voix d'avance sur Deus, je vous promets tel niveau de pledge. Si j'ai tant de voix d'avance sur Deus, c'était, et le niveau ultime, c'était, je vous offre un jeu en print and play, illustré par un illustrateur dont ça sera le premier travail et que je rémunérerai. Et du coup, on a gagné. Et du coup, j'ai publié sur Trick Track en print and play un jeu qui s'appelle Tong. Oui. Et du coup, j'ai offert à Camille son premier vrai travail, finalement, même si c'était pas un jeu destiné. Et donc, ça lui a permis ensuite, après, d'avoir de nouveaux contacts, etc. Et puis, oui, j'ai un lien particulier avec elle aussi. Et parce que maintenant, c'est plus un souci de le dire. Mais quand je l'ai rencontrée, je ne le savais pas. Il s'avère que j'ai fait mes études avec ses parents. D'accord. Mais quand elle me vient me voir, en fait, la première fois, je ne le sais pas. Et elle-même, quand elle prend contact avec moi, elle ne le sait pas. Et c'est après, quand elle dit mon nom à sa maman, qu'elle dit Catala, mais moi, je le connais très bien, je connais un team membre de Catala. N'exagérons rien. J'en ai connu un, moi, de Catala. Et donc voilà, donc du coup, c'est très rigolo, en fait, les hasards de la vie. Mais on bosse ensemble pas par rapport à ce lien-là du tout. Simplement parce qu'en fait son style correspond tellement bien à certains des jeux que je peux faire, en particulier je pense à la gamme que j'ai faite chez Flying Games, où franchement je peux pas rêver que mes jeux soient mieux servis en fait. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui a un talent, qui a un vrai talent. Moi j'aime beaucoup. Alors elle a un vrai talent de base, dès ses premiers dessins, ça c'est quelque chose que tu as su observer aussi, mais malgré tout il faut savoir commencer, et ça c'est très compliqué de commencer parce qu'on n'a pas toujours l'occasion. Il y a des métiers où c'est, surtout dans le monde du jeu, maintenant on a tendance à rechercher des gens qui sont déjà réguliers, dont on sait qu'ils ont bonne réputation, dont on sait qu'ils sont capables de s'adapter à des demandes très spécifiques, qui sont celles du monde du jeu. Tu lui as laissé sa chance, je pense que ça... Alors je ne veux pas parler à sa place, mais je suis sûr que ça a joué énormément pour elle. Et aujourd'hui, quand je vois ses dessins, je vois une vraie grosse évolution. Oui. Ça devient quelqu'un sur lequel on peut vraiment compter et qui sait faire. Et puis surtout, je pense que beaucoup l'ont enfermé mentalement dans justement le style qu'elle a développé par rapport à la gamme Flying Games, alors qu'en fait son style était déjà à la base beaucoup plus large que ça, puisqu'en fait elle travaille sur un secteur que les gens connaissent pas nécessairement, qui est celui de la carte postale ou des magnets, etc., où elle a développé tout un tas de styles graphiques différents. Et en fait, sa palette est beaucoup plus large que ce que les gens imaginent, en fait. Quand on voit cette illustration-là, par exemple, cette illustration-là n'a rien à voir avec ce qu'elle fait par rapport à Flying Games. Non, mais justement, c'est très bien. J'ai posté, je crois, hier ou avant-hier, alors ça sera par rapport à la vidéo, ça sera il y a 2 ou 3 semaines, la couverture d'un jeu qui devrait sortir en fin d'année, qui va s'appeler Kyudo, où elle est dans un style encore complètement différent, quoi. Et oui, elle a une palette très large. Ça, c'est une des difficultés, de ne pas enfermer les illustrateurs dans un style d'illustration. De se dire, je trouve que ce Camille Chaussy, ce qu'elle fait, c'est vraiment chouette en plus. Se dire, cet illustrateur ou cette illustratrice fait ça, mais en fait, on va faire appel à cette personne, mais on va lui demander quelque chose complètement différent. On parlait tout à l'heure de la direction artistique. Nous, on n'a pas de directeur artistique, c'est difficile de faire de la direction artistique, et donc souvent, en fait, tu te reposes sur ce que tu vois des personnes en disant c'est pas absurde. T'as fait ça, je trouve ça très cool, voilà, je voudrais un truc dans le même style. Et à la limite, chercher quelque chose, c'est plus facile quand t'as déjà effectivement un lien avec la personne, là, comme avec Christine, où là, en plus, entre-temps, au moment de Pharaon, on bossait dans les mêmes bureaux, donc c'est plus facile d'échanger, de chercher ensemble, de monter un parti pris, mais c'est vrai que c'est pas... Quand on connaît moins la personne, c'est moins évident d'aller vers elle et de lui dire ok, fais-nous ton truc, mais un autre, mais on te fait confiance, mais ça va pas nous plaire. Enfin, après, tu as toujours ce truc de on te laisse faire ce que tu veux. Ah non, c'est pas ça qu'on voyait. Oui, c'est un peu de l'humain aussi, oui, bien sûr. Et donc c'est difficile. Après, tous les illustrateurs sont pas capables non plus d'avoir des palettes différentes. Tu peux être très bon dans un style et puis ne pas être forcément avoir la possibilité d'en sortir. Parce qu'il y a un apprentissage, mais dès que tu changes de style, il faut réapprendre à dessiner d'une certaine manière, retrouver des codes, c'est des codes le dessin, donc retrouver des séries de codes qui vont s'adapter à ce style-là, et c'est pas toujours nos premières idées qui sont les meilleures.
Mais un illustrateur qui possède justement une palette, moi je peux que l'encourager à faire ce que font certains, c'est-à-dire d'avoir en fait un book online qui va montrer des aspects très différents de son travail pour justement ne pas brider l'imagination, plutôt pour ouvrir l'imagination des gens qui pourraient faire appel à lui ou à elle, plutôt que de s'enfermer sur ce qu'on a déjà fait. C'est pareil, ceci dit, c'est la même chose pour un chanteur, hein. Oui. Ou pour quelqu'un qui fait de la BD, ou à un moment donné, est-ce que les gens, ils ne t'imaginent que de ce que tu fais, tu vois, Oui, faut laisser la possibilité aux gens de débuter. D'ailleurs, je tiens à vous remercier, puisque nous, ça fait depuis janvier qu'on a une démarche qui est un peu professionnelle, qu'on fait des vidéos qui sont rémunérées aussi, mais vous êtes venus nous voir bien avant. La vidéo qu'on a fait sur The Loop, c'était avant qu'on se lance de manière professionnelle avec des statuts d'entreprise. Et vous nous avez permis aussi vous faites partie des quelques éditeurs qui nous ont permis de débuter, de se lancer là-dedans et de nous faire confiance avant qu'on soit déjà établi. On ne l'est pas encore, hein, mais avant qu'on en fasse davantage. Donc, merci beaucoup pour ça. C'était une des premières vidéos au chat, Ouais. c'était septembre-octobre, je crois. Donc, ouais. Les vidéos de The Loop, qu'on a faites, c'est pas très très vieux pour vous qui nous regardez, qui nous suivez. On a imaginé des choses qu'on ne faisait pas encore à l'époque parce qu'on avait la possibilité de la faire et parce qu'il y avait un éditeur derrière qui nous faisait confiance. C'était une bonne expérience. C'est cool, merci. Et c'est l'occasion de faire le premier jeu. J'ai été rechercher la vignette qu'on a faite pour cette vidéo de Loop, qui est absolument magnifique, dans laquelle nous avions des costumes fabuleux. On s'est amusé, allez voir cette vidéo, on s'est amusé à faire au début de la vidéo. Mais Chewbacca, il y a du morphing. Il y a du morphing dans cette vidéo. Carrément, quand j'avais vu la vidéo, je m'étais dit, ils sont pris la tête. On compte pas les heures, hein, Voilà, quand on se lance dans des idées. On peut mettre juste le morphing là. Regarde, la magie du montage, attention, le morphing. Bonjour à tous, bonjour Sylvain. Bonjour. Nous revoici à notre époque pour essayer de déjouer les terribles machinations du docteur. Voilà, c'était le morphing. Merci beaucoup Sylvain. Et donc, on a fait ce jeu-là il n'y a pas très longtemps dans un vlog. J'ai repris le déguisement de Sylvain, mais j'ai mis d'autres personnes derrière. Donc je vais vous demander d'essayer, vous pouvez marquer des points. Et attention, Sylvain joue, c'est très dur, hein, je vous préviens tout de suite, il y a de fortes chances que tout le monde ne trouve pas il faut les personnes qui sont derrière. Ah oui, il faut trouver avant Sylvain, car s'il trouve avant vous, il vous prive d'un point. Tu tiens les comptes des points, Sylvain? Pour l'instant, on est à 0. Je me concentre. Là, il y a 0-0. Oui. Donc, je vais vous mettre quelques images. C'est un blind test des yeux, en fait. C'est un blind test des yeux. Un eye test. Et Sylvain n'est pas très fort. Donc, a priori, il y a moyen. Sur les précédentes, tu avais du mal à trouver. Mais tu me connais, j'espère que tu étais suffisamment malin pour choisir des photos de personnes que je connais. Première photo. Coluche. Bravo! C'est pas du monde du jeu. C'est pas forcément des gens du monde du jeu. Donc. Parce que moi j'aurais dit Henri Carmarek, tu vois. Voilà. Non, mais si on met que des gens du monde du jeu, les gens qui nous suivent ne pourront pas participer non plus. Un point pour Ketchup Games. Premier point. Le deuxième. Théo Rivière. J'allais le dire. C'est incroyable. On laisse pas le temps aux gens de participer. J'allais le dire. Donc 2 points. Bravo. Hein. Théo Rivière. Il y a moins de déguisement. Ah bah ça je connais ça. Monsieur Fall, Philippe Morin. Le point est à un monde de jeu. Ketchup. Non mais attends, c'est pas valide. Ça c'est pas valide. Il faut. Ne fais pas. J'étais pris dans la. Non. Il aurait pu plonger. Si je me blesse, franchement. Mais n'envoie pas tout sur Sébastien non plus. Arrête. On aurait eu un footballeur, un gardien, il aurait plongé. Mais en même temps, oui, c'est moins drôle, je sais pas. Ça a pas touché. Faut juste que tu le fasses au bon moment, hein, si tu veux Ça pas peut que marcher. nos invités marquent 2 points. Celle-ci, elle est pour Sylvain. Merci. Ah putain. C'est une humoriste? Bah alors. Chantal là-dessous. Oh merde. Ah oui, Sylvain. Évidemment. Bah elle est là-dessous. Ah oui. Alors, Sylvain a une excellente imitation. Oui. Je te propose de nous la faire Ah, maintenant. volontiers. Attention, faut deviner qui c'est. Bon, vous le savez, mais. Bonjour, c'est Chantal là-dessous. Chantal là-dessous. Eh oui. Tu nous fais là maintenant ta deuxième imitation ou on la garde pour une autre émission? Pour une auto-mission, faut que je travaille. Combien 2-2 là, non? Kylian Mbappé. C'est vrai, moi j'ai trouvé que c'était super dur à faire. Oh non, regarde, c'est les yeux. Je crois que c'est Clément, hein, le premier. Non, c'est en même temps. Ah, mais non, les deux, elles ils diront sont non, deux. donc, On ils est sont deux, deux. on l'avant. Ok, je peux pas prêcher pour ma paroisse. Ça fait Et 3 on points. veut des points. 3 points. Effectivement, c'est Kylian Mbappé. Et en fait, quand je l'ai fait et que j'ai regardé après, je me suis dit, c'est difficile quand il n'y a plus le maillot. Ah, il y a un indice sur celle-là.
Knordisia. Oui, le nom est écrit, Sylvain. Mais regarde, il y a le nom sur la boîte. Non, mais lui, il a cru que c'était l'Ox. C'est ça, je me suis dit, c'est compliqué à prononcer. C'est qui l'Ox? Allez, une petite dernière pour la route, c'est pas la plus dure. 4-2, hein, Sylvain. Ouais, bah, Putain, celle-là compte 3 points. T'es plus nombreux, hein. Chewbacca. Oui, c'est encore Clément. Ouais, 5-2. Bravo, 5 points. Il faut que tu te rattrapes en lançant très très mal les je sais pas quoi, je sais pas comment ça s'appelle. Ça peut tomber à tout moment. Alors là, j'ai mis une image, en fait, j'ai rebondi sur ce que vous venez de dire juste avant. Vous disiez que vous travailliez avec Christine Alcouf. Pendant une période, vous étiez dans les mêmes bureaux. Donc je me suis dit, ah bah oui, il y avait une histoire d'atelier que vous partagiez ensemble. Donc j'ai mis une photo d'atelier. Voilà, c'est mon image d'illustration. Ça Elle est ressemble bien, à peu elle est près à bien notre trouvée, section, hein. à notre Ça ressemble à ton garage. Non, c'est-à-dire que moi, comment dire, je ne suis pas bricoleur. Et quand je dis que je ne suis pas bricoleur, c'est que je n'ai même pas un tournevis à la maison. Je ne sais pas à quoi ça sert. Donc je peux pas me sentir concerné par cette image, si tu veux. J'ai une admiration profonde pour ceux qui bricolent et qui savent bien le faire, mais c'est pas mon truc du tout. Et rien que de penser que je pourrais bricoler, ça m'épuise. Mais en même temps, on est d'accord que le tournevis, enfin le nom de l'outil en lui-même, ça te donne un bon indice sur ce à quoi ça sert. Oui, mais m'aurais dit une clé à pipe ou des trucs comme ça m'aurait donné peut-être un faux indice. Je ne sais pas. Ne lance pas là-dessus, Sylvain, t'arrêtes un peu maintenant. Je t'avais dit, il y a Bruno Catala, tu fais attention à tous les mots que tu dis, ça peut partir en jeu de mots à tout moment. Je connais que 2 outils. La clé à pipe et le tournevis, bravo. Super. Et donc vous avez un lieu, alors j'en sais pas grand chose et je me suis dit tiens je vais les questionner là-dessus parce que j'ai envie de savoir comment ça fonctionne. Il y a un lieu où vous avez des bureaux avec d'autres entreprises, qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça. En fait, il y a un des barrageux de Lyon Oui. qui s'appelle Le Shrubbery, qui s'est lancé, je pense, il y a 3 ans à peu À près. Villeurbanne. À Villeurbanne. Je dis Lyon, mais c'est vrai que c'est pas Abli. Et c'est des gens qu'on connaît justement parce qu'ils bossaient au Ludopole. Nico et Mélic qui ont monté Oui. Le Shrubbery, voilà, ils étaient au Ludopole et quand le Ludopole a fermé, ils ont rebondi sur ce projet qui était d'ouvrir un barrageux. Donc le Ludopole, on va le resituer un petit peu parce que ça fait plusieurs fois qu'on en parle depuis le début de l'émission. Ludopole, c'était un rassemblement de plein de trucs du ludique en fait. Il y avait Ouais. un barrageux, il y avait le FM2J qui était La formation. la formation au métier du jeu. Un Au musée, je sein d'un crois. grand centre commercial qui Au sein d'un ouvrait grand centre à commercial. Lyon. Une ludothèque. À Confluence, une ludothèque, enfin voilà, il y avait plein de trucs qui étaient Projet en rapport hyper avec- ambitieux, peut-être trop, parce que du coup il a pas pu rester vivant très longtemps. Et il se trouve qu'ils ont un lieu incroyable où il y a un extérieur de dingue là, dans une région qui est quand même dans un lieu de la ville qui est central quoi. Et ils ont une dépendance. Et cette dépendance, ils voulaient en faire un bureau et ils l'ont proposé à différentes personnes du milieu du jeu. Ils voulaient en faire un bureau. Ils voulaient qu'il y ait des gens du milieu du jeu, comme eux sont dans le milieu du jeu. Ils voulaient qu'il y ait des gens du milieu du jeu. Nous, à l'époque, on travaillait chez Seb. Dans une pièce chez lui, on avait notre bureau et c'était pratique. C'était à la fois pratique parce que ça évitait de squatter chez Seb, ça leur libérait une place pour lui et sa compagne. Ça nous permettait d'être avec d'autres gens du milieu du jeu. Enfin, voilà, c'était cool quoi. Et donc du coup, on est dans ce bureau. Ils ont proposé à d'autres personnes. Donc il y a eux qui ont un bureau pour gérer leur bar. Il y a Christine Alcouf qui fait de l'illustration, dans le jeu, mais pas que, mais qui en fait de plus en plus dans le jeu. Et il y a Mathieu Bonin. Oui. Qui à l'époque à une époque bossait chez Yellow et quand il a arrêté de bosser chez Yellow, s'occupait de la com chez Yellow, il est revenu sur Lyon parce qu'ils ont des attachés à Lyon avec sa compagne, qui travaille pour Diced maintenant et Longpack et aussi un peu pour nous. Et puis il y avait à l'époque la compagne de Mathieu qui faisait pas mal de trades de jeux de rôle et qui est partie. Et maintenant cette dernière place, il y a Bertrand de Bonquise, Oui. 2 jours par semaine, et Mathieu Rivero de Ludovox, de Ludovox et autres, qui est là 3 jours par semaine. Donc D'accord. Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui se retrouvent dans cet endroit-là. c'est ça, dans un petit bureau, et c'est très cool parce que ça représente finalement pas mal de facettes du jeu de société, tu vois. Nous on est éditeur, mais il y a Mathieu qui a l'habitude de faire de la com, il y a Christine qui fait de l'illu, donc nous quand on se pose des questions sur les illustrations, sur une DA, c'est facile d'en discuter avec Christine. Elle en retour, quand elle se pose des questions par exemple sur des relations, soit avec des auteurs, avec des éditeurs, c'est facile d'en discuter avec nous. C'est hyper cool parce que du coup je pense que c'est très profitable à eux comme à nous, voilà. C'est bien parce qu'on touche beaucoup de facettes et c'est une source d'information sur des sujets qui des fois sont difficiles à toucher sinon. Tu nous as parlé de BlackRock, j'ai cherché une photo alors pas de l'équipe de BlackRock, on va dire de la galaxie BlackRock et de tous les... Je crois que c'était une réunion que vous avez fait, alors Ouais, sans c'est doute. des séminaires qu'ils font. Voilà, il y a un séminaire où il y a tous les éditeurs,
les acteurs de BlackRock se sont Ouais, réunis. toute l'équipe BlackRock et les éditeurs distribués en France et à l'étranger par BlackRock. C'est hyper cool. C'est 4 jours, là il y a le Puy de Dôme derrière. C'est à côté de Clermont. C'est 4 jours où c'est des mélanges de séminaires, discuter des problématiques entre éditeurs et puis avec l'équipe BlackRock. Et aussi t'en profites à la fois pour montrer tes jeux aux équipes commerciales de BlackRock, en France comme à l'étranger. Et puis tu vois aussi les jeux des autres éditeurs. Et puis en fait, surtout, et ça c'est indispensable, tu bois des bières en fait avec les gens. Enfin, tu bois des bières, tu bois des canons. Non mais tu vois, c'est tout con, mais à partir du moment... Du coup, c'est plus du tout la même relation que tu as avec les autres éditeurs. On est chez le même distributeur et du coup, quand tu as une question sur un truc, c'est pas difficile en fait de prendre ton téléphone et d'appeler un éditeur tout simplement parce que lors de ces séminaires, tu as bu des canons avec eux et que c'était sympa, tu as sympathisé, tu as trouvé des points d'accroche et c'est très riche en fait. Mais c'est vraiment une volonté du distributeur, tu vois, que les éditeurs se connaissent quoi et aient l'habitude de travailler ensemble aussi et échanger des trucs quoi. Ce qui est chouette, hein, comme vision de la distribution. Et toi, en tant qu'auteur, est-ce que tu as un regard sur les distributeurs? C'est quelque chose clairement. que tu... Ah, vraiment, ouais. L'auteur, il est à une extrémité de la chaîne. Ouais. Le joueur, le consommateur, finalement, il est totalement à l'autre bout de la chaîne. Et en fait, aujourd'hui, ça fait pas mal de temps que le poids que prend le distributeur dans la réussite potentielle d'un projet, il est majeur. Et du coup, en fin de compte, c'est lui qui fait la pluie et le beau temps, clairement. Et donc du coup, tu peux avoir des jeux tu peux faire un super projet avec un éditeur, etc. Si le distributeur, pour une raison X ou Y, il croit moins, ou va faire passer un autre projet par rapport à ça, etc., ton jeu, il n'aura pas les mêmes chances que s'il met toute la sauce sur ton projet. Et du coup, forcément que j'ai un regard là-dessus, et que c'est quelque chose qui, parfois j'en suis content, qui parfois m'agace, et voire me fâche, clairement. Parce que je pense que en fait, les distributeurs sont pas clairs par rapport à leur politique. Ce que je veux dire par là, c'est que le distributeur, en fait, lui, il est gagnant à tout coup. C'est-à-dire qu'il prend les jeux, il les vend, et puis peu importe le jeu qui se vend, etc., il prend la marge. Pour nous, c'est différent, parce que notre jeu, on n'a pas tout ce volume-là, notre jeu, il se vend ou il se vend pas, ça fait toute la différence. Et donc, du coup, en fait, le distributeur, il va toujours te dire qu'il fait toujours le même travail, mais c'est pas vrai. Ah non, ça on le voit aussi. C'est pas vrai. Par contre, il prend toujours le même pourcentage. Et moi, en tant qu'auteur, je préférais, même si quelque part c'est pas mon job, puisque ça c'est le job de l'éditeur qui deal avec le distributeur, mais moi je vois ça de loin, je trouve pas ça normal. Moi, je préférerais avoir un distributeur qui a un langage de vérité et dire, ben voilà, ce jeu-là, ben pour des raisons X ou Y, je vais pas faire le même travail que je fais, et donc du coup, je prends moins dessus. Par contre, sur celui-là, où je vais beaucoup plus travailler, etc., je prends plus. Et moi, pour moi, ça serait clair. Et on ne te donne pas l'illusion qu'en fait, on va faire le taf, alors qu'en réalité, on ne le fait pas. Et donc ça, moi, je trouve qu'à ce niveau-là... Alors, c'est un peu plus vrai chez Asmodée, puisqu'en fait, ils ont deux marques. Oui. Et qui prennent pas les mêmes pourcentages. Alors, après, il y aura encore beaucoup à dire, etc. Mais si tu veux, c'est un peu plus acté, si tu veux. Chez BlackRock, c'est pas le cas du tout. Oui. Et puis ça dépend aussi de la relation qu'ils ont avec chaque Exactement. éditeur aussi. Et après, moi je me mets à leur place aussi, hein, je veux dire, je leur tire pas dessus, hein, parce qu'ils font du bon job, etc. Mais en fait, ils ont une galaxie d'éditeurs. Et donc dans cette galaxie d'éditeurs, ils ont la volonté, et c'est louable de leur part, de tenter de faire en sorte que chacun puisse vivre. Ce qui veut dire que chez chacun de ces éditeurs, ils vont tenter qu'il y ait une locomotive. Mais une fois que tu as ta locomotive, si tu as un autre jeu qui arrive derrière et qui naturellement devient une locomotive, ils vont le pousser. Mais par contre, ils pousseront pas un jeu pour qu'il devienne une locomotive. Donc, ça veut dire que signer un jeu chez un petit éditeur de leur galaxie qui a encore pas de locomotive, il y a toutes les chances qu'à un moment donné, peut-être qu'il pousse. Alors que, par exemple, si je fais aujourd'hui... Enfin, maintenant, c'est plus le cas, puisque Blue Orange est sorti de chez eux. Mais derrière King Domino, tous les jeux Blue Orange qui sont sortis, ils n'ont pas été poussés. Voilà, donc c'est des choses sur lesquelles tu as un regard qui est assez pointu. Ça valait le coup de le dire, je pense. Parce que en fait, ça impacte directement les chances de vie ou de survie de ce que je fais. Et comme j'y tiens et comme j'ai envie que ça marche, forcément, je suis impacté par ça. Et en étant
entre guillemets, jamais considéré comme un partenaire à ce niveau-là, donc forcément. Ça, c'est clair qu'il n'y a pas de dialogue entre l'auteur et le distributeur. Rarement, en tout cas. Non. Après, c'est pour ça aussi que nous, on leur montre, mais il y a pas mal d'éditeurs font ça chez BlackRock, on leur montre régulièrement les jeux. C'est toujours nous qui prenons la décision si on signe un jeu ou pas. Si on a prévu un rendez-vous avec BlackRock et qu'il y a un jeu sur lequel on n'est plus en train d'hésiter, ça se trouve, on se dit, ah bah tiens, on va leur montrer, tu vois. Mais il est déjà même arrivé récemment où un jeu où c'était pas forcément emballé au début, qu'on a quand même signé, parce que nous on y croit, parce que voilà, mais on leur montre quand même régulièrement les jeux et les quantités qui sont fixées, les quantités du premier tirage en fait, ils sont aussi fixés en accord avec BlackRock. Tu vois, c'est pas nous on se dit tiens on va faire 10 000 exemplaires de ce jeu pour le premier tirage ou quoi, faut aussi avoir la confiance du distributeur, sachant que nous on a besoin d'un tirage minimum et que si à un moment ils nous disent un jour bah ce jeu on n'y croit pas, ça sera 1000 exemplaires. On va dire non, ça va pas nous aller. Et probablement, plutôt que de chercher un autre distributeur immédiatement parce qu'ils nous prennent 1000, on va essayer de comprendre pourquoi ils vont nous prendre que 1000 exemplaires, tu vois, parce que ça ira pas. Mais c'est vrai que moi, j'ai souvent entendu ce discours quand je présente des jeux à des éditeurs, peu importe qui, d'avoir des éditeurs super intéressés, puis dire « Ouais, non, mais il faut d'abord que je passe par mon distributeur. » Et du coup, en fait, j'en suis arrivé, moi, à un moment donné, à me dire « Mais en fait, il faut que je rencontre d'abord le distributeur. » Puis après, il me dira quel éditeur chez lui va faire. Non, mais toi, non, mais je caricature volontairement, mais du coup, c'est presque agaçant en tant qu'auteur d'avoir quelqu'un qui, normalement, est ton éditeur et qui dit, ouais, mais je vais demander la permission d'abord. Tu vois, là, je caricature un peu, mais je le ressens comme ça parfois, et du coup, en fait, moi, j'ai plutôt envie d'avoir quelqu'un qui me dit, ben, moi, j'ai le coup de cœur, on y va. Et puis après, tu vois, c'est... Ça fait aussi partie de la mission de l'éditeur, tu vois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialogue entre le distributeur et l'auteur, mais ça fait partie de la mission de l'éditeur à partir du moment où lui il est convaincu d'un jeu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous on fait peu de jeux par an, on fait 2 jeux, peut-être qu'il y a des moments où on va en faire 3, à partir du moment où nous on fait un jeu, c'est vraiment qu'on est convaincu par le jeu. Mais on est convaincu par le jeu aussi en tant que joueur, c'est-à-dire qu'on le découvre en tant que joueur, on se dit si nous on n'accroche pas en tant que joueur, les joueurs d'une part vont peut-être pas accrocher, puis du coup on va avoir du mal à le vendre. Qu'est-ce qu'on va dire aux joueurs, tu vois, comment je peux lui dire ce jeu il est super bien si moi-même j'y crois pas. Et donc on a aussi cette même mission avec le distributeur, c'est-à-dire que lui des fois il peut être réticent, mais nous on sait que il y a un truc qui est bien, on trouve ça cool, et peut-être que c'est nous qui l'avons mal fait et on l'a mal fait dans le sens où il l'a pas vu, le distributeur l'a pas vu, tu vois, si on lui le présente. Et du coup, c'est aussi une part de notre travail de le convaincre, de dire ça, c'est un bon jeu pour X ou Y raison. C'est pour ça que nous on y croit, c'est pour ça qu'on y va, tu vois. Moi, l'anecdote, c'est que, ce qui m'avait attristé en fait, on fait de la peine. C'est il y a quelques années de ça en arrière, j'ai un jeu qui sort, si tu veux, et en fait, à ce moment-là, chez ce distributeur-là, il y a 10 sorties la même semaine. Et en fait, moi je passe plus tard dans des boutiques, et puis par hasard, puis je vois qu'il y a un exemplaire, puis je demande comment ça marche. Ah ben, je sais pas comment le jeu fonctionne. J'ai jamais joué. Ça c'est redouté, non ? Ah, mais oui, parce qu'en fait, le commercial est passé, et en fait, il avait 10 jeux, et en fait, il nous en a présenté 3. Ah, ok, d'accord. Et les autres, c'était... Non, mais les autres, c'était un sur la liste. Alors je me dis, bon, bah ok, c'est que le commercial qui est passé là, bon, bah, il en a choisi 3, et puis voilà. Et puis du coup, j'étais en Bretagne à ce moment-là, donc je fais boutique à Nantes, je fais boutique à Saint-Nazaire, je fais boutique à Vannes, je fais boutique à Quimper, etc. J'ai le même discours partout, parce que du coup, après, je me dis, ça allume. Et les 3 jeux qui étaient présentés, c'était tous les mêmes. Alors je me dis, bon là, je suis sur le Grand Ouest, c'est le même commercial. Donc lui, il a ses petits jeux chouchous avec lesquels il est à l'aise pour les présenter, etc. Du coup, après, comme j'ai quand même un petit peu de réseau, je prends mon téléphone et puis j'appelle des boutiques à Toulouse, j'appelle des boutiques à Lyon, j'appelle des boutiques à Strasbourg, j'appelle des boutiques dans le Nord, enfin, etc. Et en fait, je me rends compte que dans toutes les boutiques de France, quel que soit le secteur commercial, c'est les 3 mêmes jeux qui ont été mis en avant partout. Et là, c'est là où moi, en tant qu'auteur, je suis pas d'accord. Non, c'est sûr. Ben, c'est obligé, et que je dis, dans ce cas-là, la distribution vaut pas le même prix. Après, c'est mon point de vue, hein, mais bon, après, je force personne à le partager. C'est difficile au distributeur de dire à l'éditeur ce jeu-là, je le prends pas, parce qu'il y a des logiques d'ensemble, et des fois tu sais pas effectivement exactement non plus ce que ça va donner à l'arrivée. Il y a pas mal de... Oui, il y a des réflexions, et puis il y a un distributeur qui travaille bien, parce que lui, qu'est-ce que ça signifie travailler bien ? C'est aussi des critères économiques. Il essaie d'être efficace. Il doit faire vivre son équipe, oui, il doit satisfaire. Et c'est là où je dis, je me mets à leur place, c'est difficile. Il doit réussir à faire vivre l'ensemble des distributeurs qui portent, etc. Donc, je comprends tout ça, si tu veux, mais je voudrais simplement un peu plus de transparence.
j'ai pris une photo de Board Game Arena. On a la fameuse séquence, vous savez que Board Game Arena, c'est notre seul sponsor sur la vidéo news, pas du tout sur ce format-là. Donc on les remercie pour leur soutien. Mais à chaque fois, on en parle parce qu'il y a une actualité qui est assez forte avec presque tous les éditeurs et aussi parce que c'est quelque chose de nouveau dans le monde du jeu. Et aussi bien Catch-Up Games que Bruno, vous avez une actualité sur Board Game Arena qui est intéressante. Q-Birds, c'est un jeu qui est sorti dans une petite boîte qui changeait un petit peu des jeux que vous aviez l'habitude de faire. J'ai envie de dire un jeu un peu estival qu'on va jouer. Ouais, c'était le jeu de l'été. Voilà. Enfin, c'était pas le jeu de l'été pour tout le monde. Nous, on considérait que c'était notre jeu de l'été. Qui m'a vraiment surpris quand vous l'avez sorti parce que je me suis dit, tiens, c'est pas ce à quoi je suis habitué chez Catch-Up Games. D'ailleurs, je crois que c'est une localisation. Non. C'est pas une localisation, c'est vous qui l'avez développé. Ouais. Enfin, c'est pas nous qui l'avons développé, mais c'est nous qui l'avons signé en propre. C'est un jeu Forge Next. D'accord. Alors là, je me suis trompé. C'est parce que c'est nous. Je t'explique pourquoi je te dis ça, c'est parce que j'ai regardé un peu et j'ai vu un autre jeu qui s'appelle Wild Space et qui ressemble beaucoup. C'est le même illustrateur. Non. Wildcard. Ah non, t'as vu Wildcard. Wildcard. Oh là là. Oui. Je parlerai de non, Wild Space, c'est chez vous. Oui. Ouais. Je parlerai de ce sujet en présence de mon avocat. Et donc je me suis dit, ça vient pas de chez eux alors du coup, puisque cet illustrateur fait un jeu qui ressemble beaucoup par ses cartes, par ses éléments. Et donc je suis parti dans l'idée que c'était... mais tu m'apprends quelque chose. Alors, Q-Bird, c'est nous. Oui. C'est sorti en printemps 2018, je pense en juin 2018. C'est le jeu qu'on fait après Paper Tales, donc c'est un peu un grand écart ludique. C'est un jeu qui marche très bien à l'export. Enfin, en France aussi, déjà, il marche très bien. Pour nous, en volume, c'est le jeu qu'on a le plus vendu, en fait, Q-Birds. Et notamment parce qu'il est présent dans une quinzaine de pays, en plus de la France. Et avec un graphisme super, hein, c'est celui qui a la trajectoire la plus ascendante. Enfin, en général, un jeu, il se vend bien au début et après, ça peut s'arrêter vite. Enfin, pour nous, en tout cas, sur nos expériences. Et celui-là, il a vraiment un démarrage pas incroyable. Et il se vend, à l'export, on le vend de plus en plus de pays. Et sur des pays, il y a certains pays comme l'Espagne. Et des retirages réguliers. Alors, je vais d'abord parler de Wildcards. En fait, parce que là, tu as lancé quelque chose, j'ai envie de savoir. Il se trouve qu'on a un partenaire, je vais essayer d'être poli, il se trouve qu'on a un partenaire, le partenaire qui est aussi le partenaire de Wildspace en Allemagne, qui nous a fait Q-Birds. Voilà, c'est un jeune distributeur, un peu comme nous. Voilà. Et je pense qu'en Allemagne, ils n'ont pas tout à fait la même vision que nous du droit d'auteur, dans le sens où ils ont trouvé ça tellement cool qu'ils se sont dit, ah bah tiens, on va faire un autre jeu dans cette gamme-là, en sachant que c'est pas l'éditeur original de Q-Birds, c'est juste un partenaire allemand qui fait une localisation. Et donc ils ont contacté l'illustrateur Christian, qui est un illustrateur néerlandais. Pour lui demander de faire des illustrations. Alors, il nous avait demandé le mail, nous on ne savait pas pourquoi, on a fait ok, naïvement, on leur a filé le mail. Et puis en fait, ils nous ont un peu mis devant le fait accompli à un moment. Alors on a eu des torts dans l'histoire, mais ils nous ont un peu mis devant le fait accompli avec un moment, un boitage. Voilà, on avait une boîte qui était une boîte de la même taille que Q-Birds. Non seulement tu avais ce visuel qui est le même, mais en plus les codes de Q-Birds, tu vois, les tranches en couleur, avec le dos plus sombre. Quand tu le regardes, tu dis ok, c'est la même chose, c'est un jeu de cartes. Voilà. Non, mais il y a un problème, moi j'ai pas joué à la comédie, je pensais vraiment que c'était un jeu qui était développé par un autre éditeur, parce que j'ai vu cet autre jeu qui n'est pas au catalogue. J'ai confondu avec Wildspace. Wildspace, c'est un autre jeu qui n'a strictement rien à voir, qui est bien un jeu Catch-Up Game. On parle de Wildcard, donc qui n'a rien à voir, mais c'est le même graphisme, même auteur. C'est ça. Et d'ailleurs, Thierry de la boutique Descartes, quand il a vu Wildcards, il l'a pris en import parce qu'il disait ah cool, c'est la même gamme, alors qu'il nous connaît. C'est Sébastien, quand il est allé voir, il a fait ah non, pas du tout. C'est pas très rigolo, mais en fait, là récemment, j'ai vu aussi la même chose chez un autre éditeur, le même truc, avec la couve de Kicafé, qui a été repris quasiment point pour point sur un jeu Pegasus. Hein. Ouais, là, heureusement que c'est pas moi l'auteur, je veux dire. C'est là qu'on s'est dit, en se rappelant aussi, il n'y avait pas eu une histoire avec les goodies d'Abyss. Ouais. Et qu'il y avait peut-être quelque chose dans la perception du droit d'auteur, ou en tout cas de la propriété intellectuelle, qui devait être un peu différent chez ces acteurs-là, parce que c'est bizarre que ça vienne d'Allemagne, quoi. Oui, probablement. Alors si ça vient d'un partenaire, c'est encore plus décevant. Ouais. Oui, c'est pas très cool. T'as plus trop envie de travailler avec lui.
Il se trouve que ce jeu, il nous a proposé de le faire en France, mais ça nous intéresse pas trop parce que d'abord, c'est des questions de goût, mais nous, on trouve qu'il va pas très bien dans notre gamme, on l'aime pas. Puis en plus, tu te parasites. Et puis voilà, c'est ça. En fait, lui, il considère que les deux jeux se portent, nous, on considère que c'est pas le cas. Voilà. Alors après, normalement, on a discuté avec lui, on lui a dit qu'on n'était pas content. Il y a des choses qui vont changer. Il se trouve qu'il a fait un premier tirage. Normalement, le boitage doit changer après par la suite. Après, sur cette DA, vraiment à proprement parler, c'est délicat parce que si tu veux, cette DA, elle n'est pas de nous. C'est-à-dire qu'un jour, on fait un jeu avec Benoît Turpin, l'auteur de Welcome. On travaille sur un jeu, on cherche un illustrateur et on tombe sur Christian qui fait des oiseaux cubiques. Et on se dit, ah putain, c'est génial. Le jeu de Benoît n'avait rien à voir, c'est des demi-dieux, mais on commence à travailler avec lui, tu vois, il commence à nous faire des illus, on commence à bosser ensemble. Ce projet va pas au bout, on est malheureux, ça va pas au bout, et puis à un moment, nous revient ce proto de jeu, c'est des oiseaux déjà dans le thème, et on se dit, tiens, le thème des oiseaux il est pas mal, tu les mets sur des lignes, tout ça, et là on repense à Christian, on s'est dit, tiens, cette coopération elle n'a pas bien marché, lui il avait fait ses oiseaux, c'était top, tu vois, et si on le reproposait, on dit, tiens, ça n'a pas bien marché, mais voilà, si on te repropose, est-ce que tu aurais envie voilà, lui c'était un truc qui lui tenait à cœur, c'est un projet personnel à la base, ces oiseaux. Et donc lui il est content de le faire en fait. Et donc on travaille avec lui, ça fait super résultat, mais tu sais, on parlait de la DA tout à l'heure, où on disait nous on n'est pas directeur artistique, finalement sa DA, alors on a discuté avec lui parce que pour voir comment t'accordais les oiseaux, avec le fond, ce que tu faisais sur le fond, comment c'est tu encore fais très réussi, moi je trouve. Il y a un travail, mais l'idée originale, c'est la sienne, tu vois, c'est lui qui fait des oiseaux cubiques. Et donc derrière, tu vas pas non plus l'intérieur en disant mec, maintenant des animaux cubiques t'en fais plus. Non, non, mais après, c'est vrai que ça n'a pas de sens. Ça peut aussi se faire en bon accord avec l'éditeur d'origine. Alors bon, j'ai pris l'image de Board Game Arena parce que c'est un jeu que j'ai un peu joué, j'ai trouvé très sympathique quand il est sorti, mais bon, on fait pas mal de jeux, je suis plutôt un joueur de jeux un peu plus relevé en termes de complexité de règles. Mais par contre, quand il est arrivé sur Board Game Arena, nous on essaye toujours, quand il y a un petit jeu, on est toujours curieux de découvrir comment ça fonctionne, ça m'a fait rejouer beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais, parce que c'est le parfait, on dit un filler, c'est ça, le petit jeu que tu joues comme ça, en 2-3 minutes, ça va super vite. Ouais, sur BGA, et j'ai compris pourquoi ce jeu était bon, alors qu'au départ, j'étais pas convaincu. Ouais. Là, je me suis dit, mais si, ça marche vraiment très très bien pour cet usage-là, et c'est pas le cas de tous les jeux sur Board Game Arena, celui-ci marche très bien. Il est très adapté à BGA, les parties sont très rapides, et d'ailleurs il marche très bien, on a de très bons retours sur BGA. Ça a relancé un peu les ventes du jeu ? C'est difficile à savoir. Après, les ventes du jeu, là, elles étaient stables, de toute façon, elles ne s'étaient pas arrêtées. Le jeu, on continue de toute façon à faire des productions. Ça marchait déjà. Mais effectivement, le distributeur nous a dit, là, on a relancé 2 tirages coup sur coup parce qu'ils pensent que ça le soutienne et que, voilà, du coup, le jeu ne va pas mourir, quoi. Et toi, ton actualité Board Game Arena, c'est le jeu abstrait. Alors, elle est multiple. Ouais. Parce que, oui, parce qu'il y a des jeux un peu chez tous les éditeurs. Ouais, parce que non, mais je dis ça parce qu'en fait, il y a Abyss Conspiracy qui vient de passer. C'est notre tournoi de la semaine prochaine, donc il est déjà passé quand vous voyez cette vidéo, mais nous on joue voilà, il était en bêta, maintenant il est passé là. Et effectivement, j'ai Insert, le jeu abstrait, que j'ai fait et sur lequel je suis aujourd'hui, où je parle encore en recherche d'éditeur, qui a été porté sur Board Game Arena, sur lequel je suis super content parce qu'on a 1000 parties par jour qui sont jouées, donc ce qui est très significatif, et avec un niveau de jeu qui est en train d'augmenter très fort, et j'ai du mal à rester dans le top 10 du coup. Donc j'ai bien entendu, il est encore en recherche d'éditeur. Donc le jeu est déjà porté sur Board Game Arena. Oui. C'est quelque chose qui est fréquent ça sur Board Game Arena ? Du tout. Ça, il faut être Bruno pour se lancer dans ce genre d'idée. Il y en a quelques-uns, mais c'est assez rare. Si tu veux, le calcul, c'est le calcul, oui, c'est un calcul. C'est d'abord, je savais que le portage était facile à faire, informatiquement parlant. Après, moi, j'en ai pas la capacité, mais je savais que c'était en tout cas pas très compliqué à faire. Ça a été bien fait. Moi, j'ai payé un graphiste pour que ça soit propre, pour que ça soit agréable, etc. Donc, c'était important pour moi. Et si tu veux, on sait très bien que le jeu abstrait pour 2 joueurs, c'est pas le style de jeu qui a le vent en poupe au niveau de l'édition. Et donc je sais que ce jeu, si je veux avoir une chance d'intéresser quelqu'un, il faut que je puisse le démontrer, et le démontrer largement. Il n'y a plus de festival. C'est ce que j'allais dire. Donc je peux plus mettre une table quelque part avec des gens qui font la queue et qui jouent, comme ça s'est passé au dernier festival de Cannes, qui a eu lieu donc il y a maintenant un peu plus d'un an. En fait, le soir au off, j'ai sorti le jeu. Et en fait, il y avait un attroupement, ça n'arrêtait pas de jouer, etc. Même si les éditeurs ils disent non, ça n'arrêtait pas. Et là, je l'ai mis sur BGA et ça n'arrête pas. Donc à un moment donné, mon espoir, c'est que ça finisse de convaincre des gens qui sont en train de s'y intéresser, de se dire oui, il y a quelque chose à faire.
Et finalement, on n'est pas à l'abri de faire un succès quand même, puisque personne n'y va. Si tu y vas et que tu as vraiment le projet qui va bien pour ça, peut-être qu'il y a une possibilité. En tout cas, moi, j'y crois. En tout cas, c'est un bon argument pour ensuite aller... c'est-à-dire que moi, j'ai choisi de me servir de Board Game Arena en investissant un peu de mon côté pour m'en faire une plateforme de démonstration, en fait. Okay. Et en fait, merci à eux, parce qu'en fait, ils ont choisi, Grégory Isabelli, en l'occurrence, c'est lui qui a fait le portage lui-même. Ah oui. Ils ont choisi d'accepter de m'accompagner sur cette démarche-là qui n'est pas usuelle. On va aborder le dossier des nouveautés qui arrivent, et il y a quelques nouveautés qui arrivent, et notamment vous êtes venu pour nous présenter le jeu Sobek. C'est pas des nouveautés, c'est ce que tu veux. Non, ça. Alors j'ai choisi 2 jeux qui reprennent, alors évidemment le Sobek d'origine qui n'était pas un jeu pour 2 joueurs, hein. Ça c'était un jeu pour 2 à 4. 2 à 4 qui était publié par Gameworks. Gameworks, c'est Sébastien Pochon. Et Malcolm Braff. N'oublions pas, non, mais c'est important. Non, mais j'insiste sur Sébastien Pochon parce que Sébastien Pochon, maintenant, il est crédité non plus comme éditeur, mais comme co-auteur. C'est vous, mais comme co-auteur. Oui, tout à fait. Alors, comment ça s'est fait ? En fait, donc Sobek, c'est un jeu qui me tient à cœur depuis le début. Oui. Voilà, c'est un jeu sur lequel Sébastien et Malcolm, au travers de Gameworks, m'ont fait le plaisir de le porter en tant qu'éditeur. Avec une petite boîte à l'époque qui est très pochonnesque. Dans le souci de la minutie de la réalisation du thermo, de comment ça s'organise à l'intérieur, etc. C'est un jeu qui a eu son petit succès, au moins d'estime, voire même un peu commercial quand il est sorti. Et là, quand on parlait de distribution... C'est un jeu, ce jeu, c'est un petit succès, un gros succès d'estime. Un gros succès commercial, je ne suis pas là pour le juger, mais vraiment un gros succès d'estime, oui, effectivement. Mais par contre, là, quand tu m'interpellais tout à l'heure sur la distribution, typiquement, c'est un jeu qui continue à marcher, sur lequel on en faisait 3-4 000 par an. Ce qui, pour moi, en tant qu'auteur, à cette époque-là, me représentait, globalement, ça me représentait un mois de SMIC, si tu veux, à une période où j'avais du mal... où vivre de ma création, c'était compliqué. Mais pour ce distributeur-là, à cette époque-là, c'était considéré comme largement insuffisant, alors ils ont décidé de l'arrêter. Et comme Gameworks était considéré comme un studio, et donc n'avait pas la capacité à financer en propre les tirages et les retirages, et que les tirages ils étaient pris en charge par le distributeur, et du coup, l'éditeur a été obligé d'arrêter le jeu. Et moi, ça a engendré une grande frustration pour moi, parce que j'avais un jeu que j'aimais, j'avais un jeu qui marchait, j'avais un jeu qui m'apportait un peu d'argent à un moment donné où j'en avais besoin, et d'un seul coup, on me dit, monsieur, c'est terminé. Et donc ça, c'est resté en moi, cette frustration, en me disant, un jour, j'en ferai un succès avec quelqu'un d'autre, et puis ils se diront, dommage. La vengeance de Bruno Catala. Et donc, du coup, voilà, c'est aussi pour ça que j'avais envie, un jour, de revenir au Sobek de base, vraiment. Parce que les mécaniques de Sobek, qui sont vraiment, pour moi, c'est des mécaniques qui sont catalesques. Je ne sais pas si le terme existe déjà dans le Petit Larousse illustré, mais c'est vraiment, on a plusieurs éléments qu'on a retrouvés dans plusieurs autres jeux. J'en ai mis un en particulier, j'ai mis Oliver Twist, mais moi j'ai reconnu des éléments dans d'autres jeux, dont le récent Mandragora, il me semble. Il y a des petits éléments qui m'ont fait penser un peu à Sobek ou dans d'autres, ou même dans Abyss, ou même dans... Bien sûr. Voire même, on peut retrouver dans Sobek 2 joueurs et dans Insert qui est derrière des parentés mécaniques, etc. Mais parce que moi, ma vision d'un jeu, c'est que en fait, tu as une mécanique. Un jeu, tu as toujours une mécanique, une thématique et du matériel, et il peut y avoir des similitudes à ce niveau-là, mais la seule chose qui compte, c'est l'expérience de jeu. Et en fin de compte, avec des outils différents, c'est-à-dire que pour moi, la mécanique, le thème et le matériel, ce ne sont que des outils pour créer quelque chose autour de la table entre les personnes, des interactions et tout ça. Et avec les mêmes outils, moi je ne suis pas bricoleur d'outils physiques, mais avec ces outils-là, je prétends qu'on peut créer des expériences ludiques qui sont significativement différentes. Ah oui, et entre le Sobek initial, le Oliver Twist et le Sobek 2 joueurs qu'on peut jouer, oui, il y a des outils en commun, mais alors l'expérience que tu vis autour de la table, c'est pas la même. Mais moi, je connaissais l'histoire de Oliver Twist quand il est sorti, on en avait parlé. Et quand on a préparé cette émission avec Sylvain, je lui ai dit, Sobek et Oliver Twist, qui est à la base, mécaniquement, le même jeu, la même base,
Sylvain m'a regardé en me disant, ben non, Oliver Twist, ça n'a rien à voir. Et donc il a fallu qu'on réfléchisse. Ah bah oui, c'est vrai, on prend des éléments, en fait, on a de la corruption. Exactement, cette thématique du jeu pour se concentrer sur la mécanique. Finalement, c'est qu'on récupère des jetons qu'on va mettre qui vont être plus tard des handicaps. Mais ce qui se passe dans ta tête, ce que tu vis dans ta tête, c'est pas du tout. Enfin, c'est même l'histoire. Et dans tes choix, moi, je suis un petit gamin qui se balade dans les rues. Enfin, c'est des histoires différentes rien que par la thématique du jeu. Tout à fait. Et donc ça, mon propos, c'est ça. En tant qu'auteur, c'est d'amener les joueurs à vivre des expériences ludiques différentes. Et donc, pour revenir à pourquoi Sébastien Pochon, c'est parce que Sébastien, c'est un copain, c'est un ami, c'est quelqu'un que j'estime énormément en tant qu'auteur, en dehors de l'affinité amicale qu'on a. Il fait partie des rares personnes où je me dis, il m'impressionne dans son game design, vraiment. Je le dis très sincèrement, c'est étonnant depuis la toute première fois qu'on s'est rencontrés. Moi, je connais un paquet de trucs de ce qu'il peut faire, qu'il n'a pas nécessairement montré, etc. C'est quelqu'un qui est brillant, mais qui est vraiment brillant, quoi, qui est inventif au possible. Et à un moment donné, comme moi j'avais envie de revenir à Sobek, je me suis dit, Sébastien, j'ai envie de retourner au Sobek de base, est-ce que ça te dit qu'on le fasse ensemble? Et donc, je lui ai proposé qu'on travaille ensemble et en mettant un cahier des charges. C'est-à-dire que je voulais qu'on soit très proche du Sobek de base pour tout un tas de choses, en particulier la thématique. Je voulais revenir à cette thématique-là, etc., qu'on reconnaisse beaucoup plus le Sobek de base. Mais en même temps, un élément que moi, avec le temps, j'ai découvert, alors que normalement, j'aurais peut-être dû le savoir avant, c'est qu'en fait, dans le Sobek initial, la version à 2 joueurs, elle peut être chiante. Ah bon? Moi, je joue qu'à 2 joueurs. Mais oui, parce qu'en fait, il y a une façon de jouer à 2 joueurs qui est totalement légale et qui, pour moi, vide le jeu de sa substance, ou en tout cas, vide le jeu de la substance que je veux donner en termes d'expérience ludique. Cette version, elle est totalement légale, c'est-à-dire que c'est pas un bug de règle. Mais en fait, dans Sobek, comme le jeu il est calibré pour 2 à 4 joueurs, la corruption, puisque c'est un jeu qui joue sur la tentation. Ce que je voulais jouer, c'est jouer sur la tentation. Si tu veux marquer un maximum de points, tu es tenté d'aller plus loin, donc de te corrompre, mais si tu te corromps trop, tu vas le payer à la fin. Et en fait, cette corruption, elle est bien réglée pour 3-4 joueurs, elle fonctionne aussi à 2 joueurs quand les 2 joueurs, ils jouent le jeu, entre guillemets. D'être toujours sur le fil. Mais en fait, tu as une façon de jouer où tu peux t'en foutre et te corrompre comme un goret, mais alors vraiment comme un goret, en privant l'autre de toutes les cartes qui peuvent lui faire marquer des points. Toi, tu vas marquer plus de points que lui, tu vas peut-être faire 20, 25 points, 30 points, tu vas marquer globalement que la moitié de tes points, 15, mais l'autre, il n'aura pas fait plus. Et du coup, tu fais 3 manches comme ça, et puis l'autre, il n'a jamais rien pu faire, il n'a jamais pu prendre une carte qui l'intéresse, toi, tu seras corrompu avec ça, et en fait, tu n'en as rien à foutre. Et ça, pour moi, alors, ça ne marche pas dans toutes les parties, ça peut être dangereux, mais ça marche suffisamment souvent pour que moi, je trouve que ça soit une faille à ce que je voulais créer, moi, comme expérience ludique, et du coup, ça ne me correspond pas. Et donc, du coup, j'ai dit à Seb, si jamais on repart, je veux qu'on trouve un moyen de corriger ça. Et on a travaillé ensemble, et à un moment donné, il y a une mécanique de jeu que j'ai apportée, qui est celle qu'on verra, enfin, du plateau, etc. Oui. Et en fait, cette mécanique, elle est tellement top, et elle marche tellement bien. Par contre, elle ne marche qu'à 2. Elle ne peut pas marcher à 3 ou à 4, enfin, elle peut marcher à 3 ou à 4, mais avec un côté où ça te génère tellement d'aléatoires, etc., que du coup, pourquoi faire? Donc moi, ça ne m'intéressait pas non plus de créer cette expérience ludique-là. Et donc, du coup, on s'est mis autour d'une table et on s'est dit, mais on fait quoi? On oublie? On fait un autre jeu avec cette mécanique-là, à 2 joueurs? Ou on se dit, finalement, le nouveau Sobek, c'est un Sobek 2 joueurs. Et on a décidé que le nouveau Sobek serait un Sobek 2 joueurs et d'assumer que c'est un pur 2 joueurs sur lequel on a pu tout régler au quart de poil sur justement cette corruption qui va être dépendante de fait est-ce que je me corromps beaucoup ou pas, enfin voilà, et on a travaillé ensemble là-dessus, et c'est comme ça que ce projet est né. Et c'est là que vous intervenez, vous reprenez l'édition de ce jeu, puisque Gameworks de toute façon n'existe plus directement. Comment vous en êtes arrivé à le faire? Mais tu l'as dans les bras. Mais c'est un peu été lancé au centre. Mais j'ai pas beaucoup de travail lancé. Je même pas pour l'instant, mince, c'est pas bon ça.
C'est tu t'es venu nous voir juste après Cannes. Exactement. Juste après Cannes avec 2 projets dans les bagages. Dans tes bagages, c'est ça, juste avant le confinement. Il y avait ce bec de joueur. On a joué à ce bec de joueur. Il y avait Orechalk, on a joué à Orechalk et on a trouvé les deux très cool. Je pense que ce bec de joueur c'était instantané. Ouais. C'est tellement bien ce bec. Parce que par rapport aux 2 jeux, il était plus abouti. En plus, C'est-à-dire qu'il était fini. Ouais. Et effectivement, je t'en ris. Non, mais c'est ça. C'est qu'il était terminé. C'est qu'il était terminé, ce qui arrive pas tous les jours. C'est pas tous les jours Ouais, pour nous, qu'on vient de présenter un jeu et c'est terminé. Ouais, nous ça nous arrive pas toujours effectivement. Et voilà, on s'est dit c'est cool, nous ça fera jamais qu'un 3e jeu sur l'Égypte. Après tout, pourquoi pas. Donc on n'était pas fermé à garder le thème. Et on trouvait que c'était une force parce qu'on sait que Sobek, moi j'avais pas joué à l'époque, j'ai rejoué un peu avant que Bruno nous présente, mais on sait qu'il y a pas mal de gens pour qui Sobek c'est un jeu important et effectivement ça faisait carrément sens cette demande de Sébastien et Bruno de garder ce thème. Et effectivement on n'a pas hésité longtemps, on trouvait ça très cool. Et donc il arrive là, on va le présenter sur la chaîne. D'autant qu'on venait de se remettre un peu dans l'ambiance de justement de rejouer à l'ancien Sobek parce que moi c'est un jeu que j'avais gardé un très très bon souvenir et ouais ça restait quelque chose d'assez fort dans ma mémoire et on a rejoué la veille pour s'en mettre dans le truc et c'est vrai que on a senti aussi bon qu'était le matériau de départ. On a senti aussi l'évolution, ce qu'apporte le nouveau mécanisme de prise de marchandises et le nouveau format du jeu, ça. C'est vraiment pas le même jeu. Et ça répondait vraiment aux 2-3 petits trucs qui pouvaient avoir un tout petit peu vieilli entre guillemets. Notamment ce truc des manches. Donc, le découpage en manches, voilà. Ça c'était aussi une chose que je voulais abolir parce que le fait de faire 3 manches dans un jeu, pourquoi pas, à condition qu'il y ait une évolution, alors que dans Sobek initial, on fait 3 fois strictement la même chose. Et ça, c'est quelque chose que je voulais plus. Oui, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui nous paraît un peu... Il y a eu aussi, quand il y a plein de manches d'un même jeu, on en a parlé il n'y a pas très longtemps à propos d'un jeu. Et le décompte de fin était aussi un peu plus complexe. Oui, tout à fait. Ouais. De mémoire. J'ai mon image de boîte blanche traditionnelle pour vous laisser nous dire tout ce que vous avez envie de nous annoncer. Vous avez parlé d'un autre jeu avec Bruno ? Ouais, un autre jeu qui n'a rien à voir, pour le coup c'est très différent, un jeu de Bruno Catala et Yoann Goupy. Vous avez déjà été co-auteur sur Queens. Exact. C'est un jeu que Yoann nous avait présenté au Cannes juste avant, justement, mais rapidement sans nous y faire jouer, et j'étais blasé, parce que j'avais envie d'y jouer, tu vois, il me le présente, et je fais ok, on joue, il me fait non, parce qu'il n'est pas fini. Je fais non, on s'en moque, tu vois. Donc après Cannes, je fais c'était une consigne. C'est du teasing et ça marche. C'est du sacré. On s'était fait teaser par les auteurs, quoi. Et du coup, quand Bruno était, on leur avait dit que ça nous intéressait d'en savoir plus. Et quand Bruno était venu nous voir, il nous l'avait présenté. Le jeu n'a rien à voir. C'est un petit jeu c'est un jeu d'aventure, d'exploration. C'est un 4X. C'est un 4X en 40 minutes. Ah oui, ça fait longtemps que t'as pas fait ce genre de jeu. Non, effectivement, mais j'ai le proto pour ce soir. Ah, chouette. Et effectivement, tu as toutes ces sensations-là. Alors, tu parlais de l'adjectif catalesque. Je le décris comme ça. Il y a un système de pique aussi, de pique d'action au cœur du jeu que je trouve très catalesque. Et avec plein de sensations d'un 4X, mais qui joue effectivement de manière très condensée. C'est très tendu parce que ça se joue en 5 points. Ça se joue au couteau, quoi, souvent à la fin. Nous, toutes les parties qu'on a faites, c'est généralement les joueurs, tu as toujours l'impression que tu peux gagner. Tu vois, tu as 2 doigts de gagner. Ça se jouera, ça sera un 2 à 4, et puis avec un mode solo. D'accord, donc on va le découvrir ce soir. Si vous regardez cette vidéo, il était mais c'est pour l'année prochaine. Ça c'est loin, c'est pour 2022. On ne sait pas exactement encore quand. On en a déjà discuté d'ailleurs avec Bruno. C'est en cours de réflexion, ce sera pour 2022. D'ici là, qu'est-ce qu'on a ? On a donc l'extension de Pharaon Conflit qui arrive, je pense que quand cette vidéo sera diffusée, il sera sorti puisque ça sort le 4 juin. Oui, assurément, oui. Il y a ce bec de joueurs pour le 25 juin. Après, on va avoir une localisation qui est une de nos quasiment premières localisations en l'état, qui est Gods Love Dinosaur, qui est un jeu fait par Pandasaurus à l'époque, aux États-Unis, qui est un jeu de placement de tuiles qui reprend le truc de la chaîne alimentaire.
Ça se joue très vite, c'est un peu taquin et avec un matos super parce que le Pandasaurus fait du super boulot d'édition. C'est pour ça qu'on s'est retrouvés. Je trouve que Pandasaurus, c'est ceux qui chez nous, ils ont traduit, voilà, c'est ça. Ils ont traduit The Loop et Wild Space et il est localisé aux États-Unis. Et ils ont un peu, voilà, on a une vision éditoriale qui est assez proche. C'est un jeu avec beaucoup de meeples de dinosaures, des petits meeples animaux qui sont très, très plaisants. Oui, donc il y a une relation particulière avec cet éditeur, c'est un partenaire maintenant régulier. Non, on ne sait pas si c'est un partenaire régulier, mais en tout cas, nous, on n'a pas vocation à sortir plein de jeux, on n'a pas envie de faire plein de localisations. Donc c'est parce qu'on se retrouve sur leur travail et que je pense se retrouvent sur le nôtre. Ça ne veut pas dire qu'on fera tous leurs jeux, ça ne veut pas dire qu'ils feront tous nos jeux. Mais voilà, et en plus on travaille avec eux, on a déjà commencé à travailler avec eux sur The Loop et sur Wild Space et on est hyper content du boulot qu'ils font pour l'instant en amont de la sortie des jeux. Donc voilà, ça c'est Gods Love Dinosaurs, ça arrive en septembre. Et on aura aussi en octobre un jeu en propre, un jeu qui aurait dû sortir plus tôt cette année, mais il était retardé parce qu'on a refait des illustrations. Qui sera, alors le nom est temporaire, mais ça s'appelle Le Royaume Maudit. C'est un jeu de Fred Gerard, qui est un jeu de backbuilding assez accessible. Moi, dès qu'on me dit Fred Gerard, de toute façon, je suis intéressé. Je trouve qu'il a. J'ai pas aimé tous ses jeux. Il y en a peut-être un ou deux qui m'ont moins accroché, mais je trouve qu'il a beaucoup d'imagination et qu'il arrive à faire des choses assez intéressantes dans des formats relativement courts. Chacun a son petit plateau et tu vas partir en fait, ton royaume est maudit, les habitants ont été transformés en monstres et t'as des hommes dans ton sac et tu les pioches les uns après les autres et tu les fais jouer sur le plateau. Ils ont chacun leur capacité. Et voilà, tu dois sauver le royaume, donc tu vas libérer les habitants du royaume, réparer leur village. Okay. Du backbuilding assez accessible. On pourra vous montrer la version maudite du royaume maudit. Ouais, celle qui ne verra pas le jour du coup. Et vous l'avez ramené en proto celui-là ? Alors c'est plus qu'un proto en fait, parce que c'est un jeu sur lequel on avait fait toutes les illustrations. On a fait des exemplaires de pré-prod pour les présenter aux partenaires à l'export. Et en fait, on a eu des mauvais retours tu vois, les parties pris graphiques, des fois c'est risqué. Ouais. On a eu des mauvais retours d'à peu près 90% de nos partenaires export. Alors, il y a aussi que je pense que le jeu n'a pas été aidé par le fait que c'est la période Covid et que les distributeurs sont aussi beaucoup plus frileux et prennent moins de risques. Il se trouve que nous, comme on sort peu de jeux et que, ce qu'on disait tout à l'heure, quand on sort des jeux, on y croit et on les porte, et ben, on a préféré dire, ok, on va décaler la sortie de 6-8 mois. Et on va refaire toutes les illustrations. Alors c'est dur pour nous, c'est dur pour l'illustrateur aussi, surtout que c'était un illustrateur qui commençait. En plus, on trouve que ses illus sont cool. Hein. Moi, je trouve que c'est du super boulot qu'il a fait. C'est juste que voilà, c'est probablement pas le bon moment, pas le bon jeu. C'est trop atypique. C'est un parti pris qui est peut-être trop tranché par rapport à un jeu qui se veut accessible. Et donc du coup là, on a refait les illustrations alors qu'on avait. Voilà. Donc en gros, on a 48 boîtes d'un jeu qui ne verra jamais le jour en l'état, puisque c'est le matos définitif, mais les illustrations vont changer. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. Et bravo de l'avoir fait, parce que les quelques exemples qu'on a, en général, c'est des bons exemples de jeux qui ont changé d'illustrateurs et qui ont été retravaillés. On peut parler de Sobek de joueurs, c'est le cas pour Sobek de joueurs. Il y a eu une première version totalement illustrée qui a été abandonnée, parce que voilà. C'est le même illustrateur d'ailleurs sur le Sobek 2 joueurs actuel que sur le premier Sobek qui était sorti. Pas du tout. Ça ressemble. C'était Mathieu Beaulieu c'est un Québécois, un Canadien en tout cas. Et c'est Nayad sur. C'est Nayad, je sais. J'ai pas regardé sur le premier si c'était déjà Nayad en fait. Non, c'est la première fois que j'ai un jeu illustré par Nayad. Ah oui, c'est fou ça d'ailleurs. Et mais c'était temps, hein, parce qu'il y a un dicton qui dit que si t'es auteur de jeu et qu'à 60 ans t'as pas un jeu illustré par Nayad, t'as raté ta vie d'auteur. Mais il paraît. Ça, c'est les sorties de l'année. Alors oui, on peut citer un dernier jeu. Non, il y a une extension de The Loop aussi qui va sortir en septembre. Ouais. Alors pour des gens qui font 2 jeux par an, je trouve que ça fait beaucoup quand même. Alors, mais bon. Effectivement, c'est ce qu'on disait, c'est vraiment une année qui est très, très, très chargée. Il y a beaucoup de choses. C'est aussi qu'il y a des extensions. Ah ouais. La revanche de Fuzila, exactement. Septembre. Gros succès de cette année, parce que The Loop, ça a vraiment très très bien marché, malgré une période de sortie qui laissait craindre le pire. Ouais, c'est assez hallucinant. Ouais. C'est vrai que les résultats en France sur The Loop, ils sont vraiment énormes pour le format du jeu, pour le truc. Le jeu est sorti, les sorties de jeu sont officiellement les vendredis, pour que les distributeurs aient le temps d'amener les jeux en boutique, quoi. Et ce jeu, il est sorti le vendredi du 2e confinement. Tu vois, c'est-à-dire que le soir même, je crois, alors je sais pas si le confinement a eu lieu jeudi soir ou vendredi soir, mais il est sorti ce moment-là.
Et donc du coup, tout était sur les rails. En fait, le jeu était là, tout était parti, la presse était au courant, les boutiques avaient vu le jeu. Enfin, certaines avaient déjà reçu le jeu. Transport, on avait dû repousser la sortie. On a fait une opération. Du coup, on s'est dit, ok, on va sortir un jeu le jour du deuxième confinement, très bien. Alors, comment on fait? Il se trouve que c'était quand même le deuxième confinement n'était pas du tout comme les premiers. Les boutiques étaient beaucoup plus préparées, il y avait beaucoup plus de click and collect. Le jeu était quand même assez attendu. Il y avait des gens qui en avaient entendu parler et voilà, il était assez attendu. Et il se trouve, on avait fait 5000 exemplaires et en fait, on les a vendus en 40 jours. Ouais, puis la charte graphique, clairement. Enfin, là, je pense que clairement, il y a un truc, quoi. Ouais. Oui, tout a marché sur ce jeu. L'auteur qui le suit très très bien, quand même, il faut remercier, faut féliciter Théoria là-dessus, parce que je pense qu'il il a la même démarche que toi sur le suivi des jeux. Tous ne le font pas, mais lui le fait. Oui. Et puis bon, pour un éditeur, magnifique vidéo sur un monde de jeu, forcément, ça a joué. C'est le déclencheur, on a vu les ventes à partir du moment où... Mais oui, il vous le dit, c'est une évidence. Les ventes ont été multipliées par 1 dès le lendemain. Merci Bruno. Tu voulais un Ketchup. Ah ben non, pas le point. On est d'accord. T'aurais dû le lancer plus fort. C'est Bruno qui va nous coûter des points. Non, mais là, l'objectif, c'était du... Tu voulais nous parler d'autre chose? Oui, juste pour finir rapidement, on aura aussi un autre jeu, mais en 2022. Attention. Qui est un jeu fait avec Florian Siriex. Je ne connais pas. Qui pour l'instant s'appelle Golem, mais ça n'aura rien à voir avec des golems, ce sera avec des singes. Qui est un jeu de deck building qu'on travaille. C'est un jeu qu'on a signé avant Wildspace. Sachant que Wildspace est sorti il y a plus d'1 an. Et sur lequel on a beaucoup travaillé parce qu'on voilà. Mais Florian nous l'avait présenté comme ça en disant j'ai un système, il est hyper cool, mais on a dit dire si le jeu sera bon, hein. Ou alors s'il n'était pas bien fini au début. C'est l'un des deux. Mais en tout cas, il sort donc l'année prochaine. Ouais, normalement. Non, si normalement là on est bon, on a une version qui nous va bien, mais voilà, on se dit c'est pas grave, on n'a pas peur de faire 3 ans de développement avec toi. On attendra faire les illustrations une fois, du coup. Ouais, voilà. C'est possible qu'on fasse un peu peur aux illustrateurs, du coup si on les contacte, ils vont dire non, on n'a pas très envie de travailler avec vous si à chaque fois on les refait, ou alors ils vont nous dire est-ce que c'est la deuxième version, celle qui sera gardée? Non, ça devrait aller. On arrive à la fin de cette vidéo, mais avant de terminer, on a quand même un petit jeu final. On reçoit pour la première fois Bruno Catala. Et on s'est fait la réflexion avec Sylvain que Bruno Catala, c'est probablement l'un des Bruno les plus célèbres. On va faire le jeu des Bruno presque aussi célèbres. Il faut les identifier. Donc, on va voir si vous vous y connaissez en Bruno. Je ne joue pas parce que je connais les réponses. Est-ce que Bruno est avantagé? Je pense parce qu'en fait, il se dit il s'appelle comme moi, donc vous allez voir, c'est un jeu vraiment très très classique, c'est des photos tout à fait normales. Il faut juste savoir si vous connaissez bien. C'est Bruno. Je commence par un facile, un point très facile pour l'équipe de Catch Up Games. Si vous ne le trouvez pas, celui-là, il y a un problème. Un Bruno fait un point. C'est un petit jeu, mais mes jeux, je vous ai dit, ils sont plus cérébraux que ceux de Sylvain. J'ai plus rien à lancer. Oui, t'as fini. Celui-ci est un petit peu plus dur, mais Sylvain l'a pas trouvé. C'est Bruno Locher. Évidemment, c'est Bruno Locher. Bah oui. Tout le monde. Putain, c'est Bruno Locher. Mon Bruno, quoi. Bien sûr. Oui, c'est ça, il a changé. Il a quand même pas mal changé. Ensuite, nous avons... Là, les gens sont masqués. Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, très bien. Il est bien mon jeu, non? Ça vous plaît? Je trouve que c'est le jeu parfait. Il y a 108 images. 108 Bruno. Vous me direz après le jeu que vous avez préféré entre le jeu de Sylvain et le mien. Bruno suivant. Je sais pas. Bruno Catana. Bruno Catana, bravo. Mais oui, il est un petit peu moins connu que les autres, mais c'est quand même un Bruno assez célèbre. Je suis content que tu l'aies trouvé. On enchaîne directement. Bruno Cantona. Je savais que tu serais au taquet. J'ai essayé d'endormir tout le monde avec les premières images, mais je savais que sur les jeux de mots pourris, tu risquais de marquer tous les points. Je t'aurais dû te mettre dans notre équipe en réalité. Nous enchaînons évidemment avec... Bruno Catalogue. Bruno Catalogue, le fameux Bruno Catalogue. C'est l'un des 3 Suisses, les 2 autres étant Malcolm Braff et Sébastien Pochon. Tu es presque Suisse, Bruno. Oui, ça me va. Est-ce que vous l'avez celui-là? Ça demande vos mémoires de jeux télévisés des années 90, il me semble. C'est pas Pascal Brunner, ça? C'est pas Pascal Brunner, mais c'est pas loin. C'est facile à chanter? C'est Pascal. Pascal? Vous n'avez pas le point, c'est Pascal Bruno, Bruno, évidemment. Ils ont oublié le thème du jeu, c'est incroyable. Je ne peux pas accorder le point sur cette question-là. Je comprends. Je suis un peu déçu. L'avant-dernier.
Carla Bruno. Carla Bruno, qui a évidemment marqué le monde politique par ses relations célèbres. Et on va terminer. On va s'arrêter là-dessus. Hein. Puis je vous remercie pour votre visite, par cette magnifique image. Je compte sur toi là. Bruno Catapulte. Bruno Catapulte, évidemment. Un Bruno presque aussi célèbre. C'est vrai que là, c'est. Ah bah écoutez, Il est alors, temps de conclure cette série. quel est le meilleur jeu, franchement Je vous remercie vraiment d'être venu dans cette émission, d'avoir partagé. Merci on a à vous. beaucoup plus parlé que ce qu'on avait prévu. On avait dit qu'on ne faisait pas une trop longue émission. Je me demande si on n'a pas battu le record quand même malgré tout. On a dit que ça durerait 5 minutes. Ah C'est merde. pas gagné. Bon, ça dure 6-7 quoi. On va se retrouver en bas pour vous présenter Sobek 2 joueurs. On va vous l'expliquer, on va y jouer. Il va falloir affronter Bruno qui est assez costaud sur ce type de jeu. Je te le laisse. Je t'encourage, moi. Moi je La joue pas pour vidéo est gagner, déjà moi en je joue ligne. pour le plaisir. La vidéo est normalement déjà en ligne. Voilà, Par exactement. rapport au Donc vous pouvez la retrouver sur notre chaîne. Et puis nous, on vous remercie d'être venu jusqu'au chalet, d'avoir fait Merci le à déplacement, d'avoir vous êtes assis sur ce canapé après avoir été parmi les premiers éditeurs à inaugurer nos formules. Sylvain, je te laisse conclure cette vidéo Ouais. parce que tu le fais si bien. Ah, merci. Et donc, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne Un Monde de Jeux pour ne rien louper de notre actualité. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Ciao.